les belles heures de critique, infoutu de les changer. Voilà. Bon, alors, ou bien tu le changes, ou bien tu te tais. C'est insupportable, ces choses. Vous ne trouvez pas? Oui, alors le sentiment, tout à fait. Alors, le sentiment que l'on a effectivement quand on est entrepreneur, c'est que finalement, un certain nombre de ceux, je vais prendre des précautions oratoires vu l'assistance, mais un certain nombre de ceux qui sont censés voter la loi n'ont jamais travaillé en entreprise, n'ont jamais été en contact avec les entrepreneurs, et n'ont jamais été en contact avec ces réalités. Et je peux vous dire qu'on ne peut décider de mesures concernant les entreprises que quand on a été vraiment baigné dedans. Typiquement, la journée de solidarité. La journée de solidarité a été un casse-tête terrible à mettre en place pour les entreprises derrière. Un autre exemple, les taux de TVA. Dans une assiette, vous avez aujourd'hui, quand vous êtes restaurateur, la tomate a tel taux de TVA, vous avez, si vous emportez votre plat ou si vous le conservez ici, c'est pas le même taux. Donc, imaginez ce que ça veut dire derrière pour une petite entreprise qui doit à chaque fois rechanger son système informatique. Mais contrairement à vous, Fabrice, je ne crois pas, malgré l'élégance de vos précautions oratoires, je ne crois pas que les dirigeants venus d'ailleurs que de l'entreprise, pour parler clairement, je ne crois pas qu'ils l'ignorent. Je pense que la stabilité politique est tellement faible que personne ne veut diriger au niveau de l'État. C'est ça la vraie réalité, me semble-t-il, que je vois moi depuis 35 ans dans ce pays. Et après, je crois que c'est peut-être, pour finir, excusez-moi, mais peut-être aussi un mal français que de monter des usines à gaz législatives et derrière, après, d'essayer de tout faire pour essayer de combler les défauts structurels qu'on a mis en place par des mesures successives. On a bien vu avec les 35 heures, on a réduit effectivement le temps de travail hebdomadaire. Et puis derrière, toutes les réformes successives ont été à chaque fois destinées à essayer de modifier ça en augmentant le nombre d'heures sup que l'on peut faire, en les défiscalisant. Enfin, on a essayé à chaque fois de prendre des mesures. Il ne reste plus qu'à espérer que la gauche le fasse, c'est ça que vous voulez dire. Bah écoutez, peut-être qu'elle est... on ne sait jamais. Voilà, peut-être capable de le faire, on verra bien. On ne sait jamais, absolument. Voilà, exactement, on croit au miracle. Merci Fabrice. Monsieur Fabrice Hakoun. Muriel, Madame Muriel Boulmier, je voudrais d'abord que vous nous disiez ce qu'est le groupe Siliopé. Alors, le groupe Siliopé, c'est une PME de 120 personnes en Lot-et-Garonne qui a 60% de femmes, une même proportion de cadres et 17 nationalités et qui est inscrite dans une démarche RSE. Merci. Et dont l'activité est ce qu'on peut, pour faire un raccourci, du logement social privé aux frontières de l'économie sociale et solidaire et de l'entreprise et du secteur privé. Alors moi, je suis là dans un monde qui est le mien, aussi bien dans ce qu'évoquait Stéphanie que dans ce que tu évoquais il y a un instant. Et je trouve en effet que nous renonçons globalement à la performance au profit du statut. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors on peut comprendre l'après-guerre, la reconstruction, etc. Tout ça, c'est bon. Enfin, ça fait 70 ans quand même maintenant. Bon. Il faut savoir qu'on parle de l'emploi des jeunes. Souvenez-vous, les premiers contrats payés par le budget public pour l'accès des jeunes à l'emploi, 1975, juste après le premier choc pétrolier. Donc, on voit bien que les idées neuves, elles s'essoufflent, mais que c'est le même budget contributif qui est sollicité. Et puis, moi, je voudrais vous dire un mot de cette instabilité législative, parce que ça n'est pas qu'un mot. C'est-à-dire que l'instabilité et l'empilement administratif, c'est non seulement désespérant pour l'entreprise, mais c'est un facteur de risque, parce que ce qu'il te disait à la Chambre des métiers, il n'avait pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'on va vers un certain nombre de responsabilités. En effet, j'ai vice-présidé un tribunal de commerce pendant quelques années, et c'est invraisemblable. Et donc, en plus, ça a un coût pour l'entreprise. C'est pas quelque chose en l'air. Et donc, les TPE, PME, ou bien elles se structurent avec des compétences, ou bien elles vont faire appel à des compétences, mais on est dans un facteur de risque. Et c'est tellement vrai que nous qui sommes en Lot-et-Garonne et en Aquitaine, nous sommes en train d'aller soutenir une TPE de Corrèze, parce que si nous ne venons pas partager nos compétences, elle a 5 salariés, elle va disparaître, parce qu'elle ne peut pas faire face aux règles. Et puis ensuite, quand je vous disais qu'on renonce à la performance, les uns et les autres, vous avez eu envie de soutenir l'un de vos cadres ou de vos salariés parce qu'ils ont eu une initiative ou quelque chose qui a servi à l'entreprise. Et donc, vous décidez une prime. Et imaginons que vous donniez une prime de 500 €, ce qui est pas mal.
eh bien, votre salarié va au mieux en toucher 300, voire moins, et vous allez en payer 850 à 900. Et c'est en ça que je trouve que nous renonçons à la performance et que nous renonçons à l'initiative. Et puis ensuite, la question plus générale à ceux qui font la loi, est-ce bien normal de continuer 70 ans après à demander à l'entreprise de financer l'essentiel de la politique familiale et de la politique sociale de la France? Moi, je vous dis non. Non. Et voyez-vous, je suis pour la solidarité des générations et incontestablement faire quelque chose avec les personnes âgées. Mais je me suis insurgée contre ce 0,3 parce que c'est un 0,3 pour lequel on va ponctionner les personnes âgées sans mettre en face un projet. Et donc, à chaque fois que nous mettons une taxe sans donner un projet, nous désespérons. Oui. Et comme tu le disais, je ne sais qui d'entre vous le disait, c'est qu'on fait quand même un mélange, mais je crois que c'est vous, et vraiment, pour moi, ça m'a vraiment parlé, c'est qu'on rend vertueux le déficit public en l'appelant relance. Et moi, je voudrais vous interpeller, et si j'ai terminé mon temps de parole, j'en arrêterai là-dessus, je voudrais vous interpeller. Parce que je trouve que nous sommes prisonniers d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'entreprise publique, le denier public, la gestion publique est vertueuse. Et dès lors que nous arrivons dans la gestion privée, c'est l'ère du vice et du soupçon. Eh bien, moi, ne me coupez pas le micro. Qui est à la régie? Et donc, je voudrais vraiment que nous allions vers un libéralisme encadré, certes, fluide, qui redonne à l'initiative une confiance et une prospérité, parce que je rappelle quand même que ceux sur qui pèse cette ère du soupçon sont ceux qui créent la richesse et qui permettent de la redistribuer. Donc, merci aux PME, merci aux parlementaires de nous soutenir pour que nous puissions continuer à exister. Merci à vous, Muriel. Catherine Morin-Desailly, est-ce que tout ça va être aussi lourd et compliqué pour l'économie de l'avenir, pour un des pans de l'économie de l'avenir qui est notamment l'apport des industries numériques? Juste, Jean-Marie, en préalable, je voulais souligner, moi qui n'ai jamais travaillé en entreprise, Fabrice, je m'efforce d'être tout le temps sur le terrain. Encore la semaine dernière, je visitais des entreprises dans mon département et il est vrai que unanimement, les entrepreneurs dénoncent l'avalanche des contraintes, l'instabilité fiscale et législative. Et il demande un peu de simplicité, l'allègement du coût du travail et aussi une revendication qui est clairement affirmée. Il y en a une autre, Jean-Marie, qui est de pouvoir rentrer de plein pied dans la révolution numérique et bénéficier des nouvelles technologies pour que les entreprises puissent développer leur compétitivité, mais également l'emploi et participer ainsi à la croissance. En milieu rural, moi j'ai rencontré les entreprises dans mon propre département, du côté de Neuchâtel-en-Bray, qui m'ont dit, vous savez, on n'a pas accès au débit, donc on va se délocaliser, on va très clairement quitter le coin, voire la région, si on ne peut pas bénéficier des nouvelles technologies. Alors, les solutions à l'aménagement du territoire, nous avons un excellent collègue, Hervé Moret, qui en parlera peut-être tout à l'heure, puisqu'il a fait une proposition de loi à cet endroit. Mais il y a d'autres aspects au-delà de l'aménagement du territoire sur lesquels il convient aussi de réfléchir. Des études ont montré très clairement que le potentiel de croissance et de développement des entreprises grâce au numérique est important. C'est pas pour rien, Jean-Marie, tu me contrediras pas, que l'Europe a inscrit dans sa stratégie pour 2020 le numérique, le marché unique numérique, comme une des priorités, un des axes majeurs de développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises ne vendent à l'heure actuelle ne participent à l'heure actuelle qu'à 12% du marché en ligne. Donc il y a un potentiel de croissance et de développement dont il faut s'emparer, parce que si les entreprises françaises et européennes ne s'en emparent pas, c'est bien d'autres pays extra-européens
qui le feront. Et cet objectif à atteindre pour 2020 repose sur, bien sûr, l'aménagement du territoire, mais le développement aussi de l'offre et de services, ou encore de contenu. C'est aussi mettre en place une législation, en tout cas un cadre de régulation qui fasse qu'on ne soit pas sur nos marchés nationaux qui sont très fragmentés dans différents domaines, que ce soit la protection des données, la question de l'identité électronique, la protection également des entreprises. Donc on voit que ce marché unique numérique pose des questions à la fois institutionnelles, juridiques et fiscales, mais il y a urgence à y travailler parce que là, il y a encore un potentiel de développement et de croissance immense dont on doit s'emparer. C'est une question aussi de souveraineté nationale et européenne. Je parle sous ton contrôle, Catherine, mais je voudrais que tout le monde ait cette information dans la tête. Pour ceux d'entre vous qui n'y ont pas été attentifs, nous sommes dans une situation du point de vue de l'avenir des industries numériques extrêmement dangereuse. Au moment où Google, par exemple, est en train de négocier avec le Trésor américain pour essayer de rapatrier une partie de ses bénéfices qui sont aux îles Caïmans, Guernsey, c'est-à-dire qui sont offshore, ils sont en train de négocier avec le Trésor américain pour les réinvestir aux États-Unis, l'Europe est immobile, nous n'avons pas réglé les problèmes de droits d'auteur, nous n'avons pas réglé les problèmes de TVA, et nous sommes très, très, très en retard dans tout ce qui est le système de numérisation des potentiels archives et autres. Par conséquent, on a vraiment un travail énorme à faire, et on pourrait attendre des États qui siègent au Conseil européen qu'ils poussent, et non pas qu'ils freinent. Parenthèse fermée, mais elle est d'une certaine gravité tout de même. Je crois qu'il est même urgent, et c'est le projet aussi de l'agenda numérique, c'est de soutenir la recherche et le développement. En tout cas, avoir une vraie stratégie industrielle du numérique pour avoir les moyens de notre indépendance. Sinon, sous peu, nous ne serons plus qu'une colonie du numérique. On parle beaucoup du cloud computing ou de l'info-nuage. Je suis une défenseur de la francophonie. Alors, je vais dire info-nuage. Je crois qu'il est important de se dire qu'il faut trouver les moyens d'avoir la propre maîtrise de nos données, qui doivent aussi rester anonymes. Aujourd'hui, l'or noir de l'industrie, ça va être les données, parce que les données qui circulent, qui sont stockées sur les serveurs, c'est autant de consommateurs qu'on cherche à capter. Donc il faut absolument que l'Europe s'empare de ce sujet. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut que les choses se fassent très clairement. Merci beaucoup, Catherine. Madame Catherine Morin-Desailly. Oui. Un mot de conclusion, François et Sylvie. Tu m'autorises une motion d'ordre, une petite motion d'ordre. Je vous prie. Je passe mon temps face à un écran d'ordinateur, éventuellement face à une caméra de télévision. J'ai la chance aujourd'hui d'être en présence de gens que je ne vois pas parce que la salle est sombre. Vous pourriez pas l'allumer un peu, que l'on sache à qui l'on parle. Ça me ferait plaisir. Avec plaisir. Il a raison. Oh là là. C'est quand même plus sympa, non? C'est quand même mieux. Objectivement, vous êtes beau. François, un mot de conclusion, s'il te plaît. Oui, je voudrais dire simplement, tout à l'heure, vous disiez, c'est en 1975 qu'on a créé les premiers systèmes d'emploi pour les jeunes. Je vous rappelle que c'est en 1975 aussi que le gouvernement de M. Jacques Chirac avait créé l'autorisation préalable de licenciement contre laquelle il s'est déchaîné contre moi à la télévision en 1983 en oubliant que c'est lui qui l'avait créé. Et je crois que c'est la même chose. Dire que face à la crise, ceux qui ont un emploi le garderont et se défendront. Et dire que du coup, comme évidemment il n'y aura pas d'emploi pour les jeunes, on va leur offrir des emplois en carton-pâte, c'est la même chose, c'est la même démarche, c'est la même que nous suivons depuis 30 ans. Merci. Et aujourd'hui, au lieu de dire, eh bien oui, nous allons tous accepter l'aléa, la précarité que crée la crise, non. On continue à dire, nous sécurisons ceux qui ont un emploi et nous allons créer des emplois, 100 000 par là, 150 000 pour les jeunes. C'est scandaleux. Et donc, si longtemps que nous n'accepterons pas de jouer le jeu de la création d'entreprises, le jeu de l'entreprise, si longtemps que nous ferons vivre dans l'insécurité ceux qui créent des emplois, avec en plus le fait que maintenant, c'est la rémunération même du risque que l'on veut remettre en cause. Donc, il faut à nouveau lancer l'économie française
dans la création, c'est-à-dire que la France cesse d'être réactionnaire et qu'elle devienne réactive, ce qu'elle n'est plus depuis 30 ans. Merci. Sylvie, une conclusion rapide, s'il vous plaît. Oui. Très rapidement, je crois que le choix de la France que nous voulons, c'est une France non pas d'assistés, mais une France d'entrepreneurs. Et le message de conclusion s'adressera aux jeunes, c'est-à-dire vous avez un projet, n'hésitez pas, portez-le. C'est sur vous que notre avenir repose aujourd'hui. Faites comme Stéphanie, allez-y, courage.